Ce mois-ci, beaucoup ont les yeux rivés sur Trump et l'actualité internationale, mais pendant ce temps, en France, des décisions cruciales ont été prises. Depuis juin dernier, avec la dissolution de l'Assemblée, beaucoup de choses étaient bloquées. Aujourd'hui, avec un gouvernement qui échappe aux motions de censure, les discussions reprennent et des réformes impactant directement votre pouvoir d'achat, vos droits sociaux, la sécurité, l'agriculture et bien plus encore sont mises en place. La laïcité, l'immigration et les retraites sont également au cœur des débats qui façonneront l'avenir du pays. Ce mois-ci, le récap est dense puisque ces sujets méritent d'être contextualisés car ils influencent votre quotidien et peuvent vous indiquer quelles seront les positions de la France sur la scène internationale. Sentez-vous libre de naviguer d'un chapitre à l'autre. Il est également temps de briser ce sentiment d'impuissance. L'actualité peut sembler accablante, mais comprendre ce qui se passe ici en France est essentiel. Ne regardez pas ailleurs, prenez conscience de ce qui se joue dans votre propre pays. Bonjour, c'est Chloé, bienvenue dans le récap actu du mois de février. Ici, pas de faits divers ni de parti pris, juste l'essentiel des actualités françaises. Plus de contexte et de sources en description et en commentaire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sujets vous ont marqué et ceux que vous aimeriez que j'aborde un jour. Restez bien jusqu'à la fin pour saisir toutes les clés des actus du mois. Hey! Micro-canap! Première actualité, commençons avec une actualité cruciale, les votes des budgets 2025 et leur impact sur votre portefeuille et votre quotidien. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, chaque année, deux lois majeures déterminent les dépenses et les recettes de l'État. C'est le projet de loi de finances, le PLF, et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS. Ces lois, eh bien, elles vous concernent directement. Par exemple, elles ont un impact sur l'éducation, les hôpitaux et les infrastructures que vous utilisez au quotidien. Ce ne sont donc pas simplement des décisions politiques, mais des choix qui influencent profondément votre vie. En 2025, les budgets de l'État et de la sécurité sociale ont été adoptés après plusieurs mois de blocage au Parlement. Sans budget, il n'y a pas de financement, ce qui a causé des interruptions comme la suspension des services civiques fin janvier. Aujourd'hui, la situation est rétablie. Alors pourquoi ces budgets ont créé autant de blocages et suscité des débats ? Eh bien, c'est un enjeu politique majeur. À travers le budget, les partis de gauche défendent des valeurs sociales, tandis que ceux de droite défendent des valeurs économiques et sécuritaires, et les partis du centre, quant à eux, oscillent souvent entre ces deux positions. Pour info, l'actuel Premier ministre François Bayrou a utilisé l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer les deux budgets sans vote de l'Assemblée nationale. C'est cette même utilisation du 49.3 pour le budget de la sécurité sociale qui avait entraîné la censure du gouvernement de l'ancien Premier ministre Michel Barnier. François Bayrou, quant à lui, a échappé à plusieurs motions de censure. Pourquoi cela vous concerne ? Eh bien, premièrement, ce sont vos députés élus lors des élections législatives qui siègent à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale et le Sénat forment le Parlement, et c'est ici que sont prises les décisions qui impactent votre quotidien. Deuxièmement, ces choix impactent directement vos finances, vos services et vos droits. En fait, le budget 2025 prévoit un effort de 50 milliards d'euros pour réduire le déficit public, dont une part importante touche les collectivités locales, les communes, les départements, les régions. Et les collectivités locales, eh bien, elles financent environ 60% de l'investissement public, notamment dans les infrastructures et les projets de logement. Et sans ces investissements, eh bien, l'économie locale elle risque d'être affaiblie, ce qui pourrait entraîner un ralentissement économique et avoir un impact sur la qualité des services publics, sur le chômage et les opportunités professionnelles dans vos régions. Pour compenser ces réductions budgétaires des collectivités et augmenter leurs revenus nécessaires pour financer des projets essentiels tels que les infrastructures publiques, la rénovation urbaine, les services de transport, le logement social, ainsi que des initiatives écologiques, eh bien, les collectivités locales peuvent entre autres augmenter certaines taxes aux entreprises. Par ailleurs, le Fonds vert, destiné à soutenir la transition écologique des villes, subit une réduction de plus d'1 milliard d'euros en 2025. Cela signifie moins de projets pour lutter contre la pollution et améliorer l'environnement local, par exemple. Si vous voulez connaître en détail les mesures qui vous impactent, j'en ai listé quelques-unes en commentaire, je vous invite à aller regarder. Sinon, au niveau national, plusieurs secteurs subissent aussi des réductions importantes. La recherche, l'enseignement supérieur, la culture, le sport, l'audiovisuel et la vie associative, qui voient, elles, son budget diminuer de près de 90 millions d'euros. De plus, à partir du 1er mars 2025, deux mesures du budget de la sécurité sociale affecteront directement les étudiants et les étudiantes en contrat d'apprentissage ou d'alternance, gagnant plus de 900 € bruts par mois. Jusqu'ici, ces étudiants bénéficiaient d'une exonération de cotisation sociale sur une partie de leur salaire. Mais cette exonération, eh bien, elle va être réduite à 50% du SMIC contre 79% auparavant. En pratique, cela signifie que pour un apprenti gagnant 1 800 € bruts, ses cotisations sociales augmenteront et passeront de 83 € à 198 €.
Finalement, les seuls secteurs épargnés par ces coupes budgétaires sont la sécurité et la justice. Si vous voulez mieux comprendre comment tout cela fonctionne, je vous renvoie à mes récapitulatifs de décembre et de janvier. Les liens sont en description de l'émission. Et vous pouvez aussi regarder ma vidéo « Quelle société voulons-nous ?» Là aussi, je vous mets les liens en description. Et si vous avez des questions sur ces budgets, posez-les-moi en commentaire. D'ailleurs, pour rappel, je vous présente d'autres mesures qui vous concernent peut-être en commentaire. Deuxième actualité, parlons droits humains et citoyenneté. Entre septembre et décembre 2024, l'Éducation nationale a recensé 1848 atteintes à la laïcité, une baisse par rapport à l'an dernier qui a été marquée par l'assassinat d'un professeur à Arras et l'attaque du Hamas en Israël. Ces chiffres ont été publiés avant les assises contre l'antisémitisme du 13 février, axées sur la jeunesse et la lutte contre l'indifférence face aux actes antisémites. D'ailleurs, le Parlement a lancé ce mois-ci les discussions sur un projet de loi pour lutter contre l'antisémitisme à l'université. Je reviendrai dessus plus en détail lorsque le gouvernement aura statué. Mi-février, le Parlement a débuté les discussions sur un projet de loi interdisant le port du voile en compétition sportive, une décision jusque-là prise par les fédérations sportives elles-mêmes. Je reviendrai là aussi plus en détail sur ce sujet en mars, lorsque le gouvernement aura statué. Et si vous voulez comprendre pourquoi la laïcité fait autant débat, j'ai sorti 2 interviews sur la laïcité et une vidéo de 10 minutes sur l'histoire de la laïcité française. Tous les liens sont en description, alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Pour lutter contre la précarité alimentaire chez les étudiants et les étudiantes, une carte prépayée dématérialisée de 20 à 40 € est mise en place pour 100 000 étudiants et étudiantes éloignés des restaurants universitaires. Concrètement, cette aide est versée chaque mois de l'année universitaire, de septembre à juin. Que pensez-vous de cette mesure? Est-ce que selon vous, c'est trop ou pas assez pour soutenir les étudiants et les étudiantes? Dites-le moi en commentaire. Le Parlement a aussi adopté une loi pour reconstruire Mayotte après le passage du cyclone Chido qui a dévasté l'archipel en décembre dernier. Bien que jugée insuffisante par certains élus, elle sera complétée par des mesures visant à lutter contre l'immigration illégale ou encore sur l'accès à l'eau. Une autre victoire pour un lanceur d'alerte. La justice a annulé la sanction d'un psychiatre qui dénonçait des pratiques abusives dans un hôpital psychiatrique durant la pandémie. Enfin, les questions de la reconnaissance faciale et de la surveillance numérique sont de nouveau au cœur de l'actualité. En fait, la justice a classé sans suite une plainte déposée par les députés du parti de la gauche La France Insoumise qui dénonçait l'utilisation par la police du logiciel Briefcam, un outil de reconnaissance faciale utilisant l'intelligence artificielle pour analyser des images de vidéosurveillance. En parallèle, une autre affaire concerne Apple, accusé par l'association La Ligue des droits de l'homme d'avoir enregistré des conversations privées via son assistant vocal Siri sans le consentement des utilisateurs. Ces 2 affaires illustrent un phénomène grandissant de surveillance numérique soulevant des questions sur les libertés individuelles et la gestion des données personnelles. Que pensez-vous de la montée de la surveillance numérique? Un outil de sécurité ou une menace pour nos libertés? Faites-le moi savoir en commentaire. Dans un autre registre, le Conseil constitutionnel a annulé l'élection d'une députée du parti de droite Les Républicains dans le Jura. Alors pas de panique, c'est normal. En fait, lors du second tour des législatives de juillet 2024, elle s'est retrouvée face à un candidat du Rassemblement national, Thierry Mosca, après que la candidate de l'Union de la gauche, Evelyne Ternance, soit retirée pour, je cite, « faire barrage au RN ». Seulement, la candidate de l'Union de la gauche n'aurait pas eu à se retirer car le député du Rassemblement national avait été placé sous curatelle renforcée. Et selon le code électoral, une personne majeure en tutelle ou curatelle ne peut pas se présenter à des élections. Donc le Conseil constitutionnel a annulé l'élection en raison de l'irrégularité du candidat du Rassemblement national et une nouvelle élection va être organisée. Troisième actualité, de nouvelles mesures concernant la sécurité. Les sacs des élèves bientôt fouillés par des gendarmes et des policiers, c'est ce qu'a annoncé la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Cette mesure fait suite à l'augmentation des violences aux abords des collèges et des lycées, notamment des attaques à l'arme blanche. En fait, dès le printemps 2025, des policiers et des gendarmes pourront fouiller de manière inattendue les sacs des élèves. Les contrôles se dérouleront dans les établissements jugés à risque et seront annoncés en amont aux chefs d'établissement. Les enseignants, partagés sur la question, s'interrogent sur l'efficacité de la mesure. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire. Autre mesure de sécurité, cette fois-ci dans les transports. Dès le 1er mars, les agents de contrôle de la SNCF et de la RATP pourront effectuer des palpations sans autorisation préalable des autorités. Cette décision divise les usagers, certains y voient une nécessité, tandis que d'autres redoutent une détérioration de la confiance. Par ailleurs, la pérennisation des caméras piétons pour les agents de la RATP est en débat au Parlement. Pour conclure, les députés ont voté en faveur de la prolongation de l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique jusqu'à fin 2027. Initialement mise en place pour les Jeux de Paris 2024, cette mesure devait prendre fin le 31 mars. Cependant, et malgré un rapport d'évaluation soulevant des doutes sur son efficacité et malgré l'opposition de la gauche, l'initiative a été prolongée. D'ailleurs, l'association de la Quadrature du Net, qui défend les droits sur Internet, avait demandé l'arrêt de ce dispositif.
Ensuite, tous les ans, début d'année, le service des statistiques du ministère de l'Intérieur publie les statistiques de la délinquance en France. En 2024, les délits augmentent par rapport à 2023, notamment en matière de stupéfiants, plus 10%, de violences sexuelles, plus 7 à 9%, et de tentatives d'homicide, plus 7%. La question reste de savoir si cela est lié à un renforcement des moyens de la police et de la gendarmerie et à la libération de la parole avec le mouvement MeToo. Les données révèlent également que les autoristes des violences sexuelles sont en majorité français et françaises et les autoristes des infractions liées aux biens, comme les vols de voitures par exemple, sont en majorité étrangers et étrangères. Quatrième actualité, parlons agriculture. Avant de commencer, j'ai réalisé une interview avec 2 syndicats agricoles aux visions différentes. Cela vous permettra de mieux comprendre les enjeux. Je vous mets le lien en description de cette émission. Et pour plus de contexte, je vous en dis plus en commentaire. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la loi d'orientation agricole est adoptée après plus d'1 an de discussions et plusieurs blocages, notamment à cause de la crise politique. Le texte a été accéléré pour être voté avant le Salon international de l'agriculture qui se tient à Paris du 22 février au 2 mars. La FNSEA, le principal syndicat agricole, a exercé une pression sur le gouvernement pour faire passer la loi avant le Salon. Pourquoi cette loi est un sujet ? Eh bien, initialement, elle visait à répondre au défi du renouvellement des générations d'agricultrices et du changement climatique. Cependant, elle a été modifiée pour répondre aux prestations des agricultrices, notamment en intégrant des mesures de simplification, ce qui est positif car cela répond aux demandes des agricultrices. Par contre, la plupart des références au changement climatique, à la biodiversité ou à la transition agroécologique ont été modifiées, voire supprimées. Le texte de loi adopté, eh bien, il est proche de la version du Sénat, majoritairement de droite. Selon les défenseurs de l'environnement et selon une partie de la gauche, la loi favorise trop la levée des barrières à l'exercice du métier d'agricultrice au détriment de la biodiversité. Alors concrètement, que contient cette loi ? Eh bien, elle place la protection, la valorisation et le développement de l'agriculture au rang d'intérêt général majeur, comme le demandait le premier syndicat agricole, la FNSEA. Elle crée un diplôme Bac+3, le bachelor agro, pour former les futures agricultrices, tout en supprimant certaines mesures environnementales, comme un stage de sensibilisation aux enjeux de l'environnement, par exemple. Elle crée un guichet unique dans chaque département d'ici 2027 pour faciliter la transmission des exploitations agricoles, car un agriculteur sur 2 partira à la retraite d'ici 2030. La loi introduit le principe de pas d'interdiction sans solution pour les produits phytosanitaires, ce qui suscite des débats, tandis que les défenseurs de l'environnement voient cette mesure comme un frein à la réduction des produits chimiques. De nombreux et nombreuses agricultrices la soutiennent, estimant qu'elle donne le temps de trouver des alternatives aux produits chimiques viables. Enfin, la loi prolonge l'autorisation pour les responsables de coopératives agricoles de siéger au sein des chambres d'agriculture, même s'ils vendent des produits phytosanitaires, ce qui contredit en fait la loi Egalim de 2018 censée éviter les conflits d'intérêts. En quoi cela vous touche ? Eh bien, les difficultés agricoles peuvent entraîner une hausse des prix alimentaires, impactant directement votre pouvoir d'achat. Si les agricultrices réduisent la qualité de leurs produits, cela peut nuire à la sécurité alimentaire et à la santé des citoyens et des citoyennes. La fermeture des exploitations agricoles et la désertification des campagnes affectent les communautés rurales, pouvant entraîner une perte d'emplois locaux et une diminution des services essentiels. De plus, les agricultrices ont souligné le besoin urgent d'une transition pour une agriculture durable lors des mobilisations. Une mauvaise gestion pourrait avoir des conséquences graves sur la santé publique, l'environnement et la biodiversité. Pour mieux comprendre, je vous invite vraiment à visionner mon interview avec les syndicats agricoles, dont je vous mets les liens en description de l'émission. 5e actualité, santé, de nouvelles mesures et avancées ce mois-ci. Face à la pénurie de soignants et de soignantes, plusieurs initiatives sont mises en place pour pallier la désertification médicale. Par exemple, l'Université de médecine en Corse va désormais proposer une 2e et une 3e année de médecine. Et à Brest, la formation de dentiste va être renforcée. D'ailleurs, depuis le 1er janvier, les chirurgiens dentistes ne peuvent plus s'installer dans des zones où l'offre de soins est déjà abondante, afin de réduire les disparités entre les territoires. Autre bonne nouvelle, à partir du 1er décembre 2025, les fauteuils roulants seront intégralement remboursés, une mesure saluée par les associations. Et la situation financière des femmes souffrant d'un cancer du sein pourrait s'améliorer. En effet, le Sénat a approuvé une loi pour atténuer le reste à charge des patientes atteintes d'un cancer du sein, incluant, entre autres, la prise en charge des prothèses mammaires et des soutiens-gorge adaptés. Concernant la Guadeloupe et la Martinique, le scandale sanitaire lié au chlordécone persiste. Ce pesticide, utilisé jusqu'en 1993, a pollué massivement sol et eau, entraînant des problèmes de santé graves, dont un taux élevé de cancer de la prostate. La Cour de cassation a récemment rejeté la qualification de cette pollution en crime d'empoisonnement. L'objectif était de reconnaître juridiquement l'ampleur de ce scandale. Le dossier juridique reste incertain et une décision concernant l'indemnisation de 1286 plaignants sera rendue en mars.
En matière de soutien aux femmes, l'Université de Reims a introduit un congé menstruel offrant aux étudiantes jusqu'à 10 jours par an pour gérer les douleurs menstruelles sans justificatif médical. D'autres universités comme celles d'Angers, Bordeaux, Paris-Est, Créteil proposent déjà cette initiative visant à alléger l'impact des règles douloureuses sur la vie académique des étudiantes. Bonne nouvelle pour les femmes atteintes d'endométriose, une maladie qui touche plus de 2 millions de femmes en âge de procréer en France. Le gouvernement a annoncé le remboursement des tests salivaires, ces endotests utilisés depuis 2 ans dans plusieurs pays et vendus aux alentours de 1 000 €. En France, l'assurance maladie couvrira 800 €. Ce test a été développé par la biotech lyonnaise Seawig. Et pour information, les résultats des premières 2500 patientes déterminera une possible généralisation du remboursement. Enfin, le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle a été publié le 6 février et sera mis en place dans les écoles, collèges et lycées dès la rentrée 2025. Ce programme, qui inclut la mention de la théorie du genre, a suscité des oppositions, notamment de la part d'associations conservatrices et de parents d'élèves, qui ont d'ailleurs déposé un recours le 21 février devant le Conseil d'État pour son annulation. 6e actualité, focus sur le handicap. Le mois de mars, c'est le mois de l'inclusion. Vous allez donc entendre parler de handicap ces prochaines semaines. Je sors d'ailleurs une émission à ce sujet le 13 février, j'espère qu'elle vous plaira. Donc, le Parlement a récemment adopté une loi pour améliorer l'accès aux aides pour les personnes atteintes de la maladie de Charcot, une maladie grave qui entraîne une paralysie progressive et une issue fatale dans les 5 ans. La loi prévoit d'accélérer l'obtention de la prestation de compensation du handicap. En parallèle, à Bobigny, un centre sportif adapté aux personnes en situation de handicap a ouvert ses portes. Héritage des Jeux de Paris 2024, ce centre de 13 000 m² propose des équipements sportifs accessibles tout en abritant un pôle médical et de recherche pour accompagner les sportifs et aussi développer des innovations en partenariat avec l'Université Sorbonne Paris-Nord. Le député socialiste Sébastien Saint-Pasteur et le député Les Républicains Antoine Vermorel-Marquez préparent une proposition de loi pour lutter contre la précarité des personnes en situation de handicap, notamment en garantissant que personne ne vive en dessous du seuil de pauvreté. Cependant, le collectif handicap appelle à appliquer les textes déjà existants avant d'envisager de nouvelles législations. Enfin, la question des nouvelles rames de métro MF19 qui entreront en circulation fin 2025 suscite des préoccupations, notamment pour les personnes en situation de handicap. Ces nouveaux métros auront moins de places assises. Sur la ligne 8, par exemple, le nombre de places passe de 246 à 122. Si ce choix vise à fluidifier les flux en heure de pointe, l'Association des usagers des transports d'Île-de-France dénonce cette réduction qui pénalise particulièrement les usagers et les usagères vulnérables. D'ailleurs, une consultation publique sur le plan des mobilités en Île-de-France va être lancée du 28 février au 31 mars afin de recueillir l'avis des franciliens sur l'avenir des transports dans la région. Ce plan, en fait, il vise à réduire de 15% les déplacements en voiture, d'augmenter de 15% ceux des transports en commun et de tripler les trajets à vélo d'ici 2030. Les résultats de cette consultation, ils seront soumis au Conseil régional en septembre 2025. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez donner votre avis. Et dites-moi ce que vous pensez de ces nouvelles mesures sur les personnes en situation de handicap. Est-ce qu'elles sont, selon vous, suffisantes? Faites-le moi savoir en commentaire. 7e actualité, retraite, les discussions reprennent. Le débat sur les retraites est de nouveau lancé et pour les 3 prochains mois. Pourquoi ? Eh bien, en fait, le Premier ministre François Bayrou a invité les syndicats et les organisations patronales à trouver une solution alternative à la réforme des retraites de 2023, et ça sans augmenter le déficit public de la France. Le rapport de la Cour des comptes, publié le 20 février, lance officiellement ces discussions, je le rappelle, pour une durée de 3 mois. Même si vous n'êtes pas encore à la retraite, ce sujet vous touche sûrement directement ou indirectement à travers l'un ou l'une de vos proches. Alors pourquoi la réforme fait débat ? Eh bien la réforme de 2023 prévoit de repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, une mesure rejetée par tous les syndicats. Beaucoup jugent cette réforme injuste, notamment pour celles et ceux ayant commencé à travailler jeunes. En effet, ces personnes devront travailler plus longtemps sans bénéficier d'une pension plus élevée en contrepartie. Et puis pour beaucoup, eh bien, les conditions de travail sont déjà difficiles et cette réforme les contraint à rester plus longtemps sur des postes de plus en plus usants, alors qu'en plus ils étaient sur le point de partir à la retraite. Pourquoi ça vous concerne ? Eh bien, en 2022, selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la France comptait 17 millions de retraités avec une pension moyenne de 1 512 € net par mois. Les dépenses pour les retraites, finalement, elles représentent 353 milliards d'euros, soit un quart des dépenses publiques. Avec l'augmentation des retraités et l'arrivée notamment des baby-boomers à la retraite, le financement des retraites devient une priorité dans le contexte économique actuel. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, le financement des retraites provient des cotisations sociales prélevées sur les salaires. C'est ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle. L'argent des travailleurs finance les pensions des retraites. D'ailleurs, je vous explique tout dans mon émission « Quelle société voulons-nous ?», dont je vous mets le lien en description, comme je vous le disais tout à l'heure.
Pour conclure, que dit le rapport de la Cour des comptes? Eh bien, il estime que le déficit des retraites pourrait atteindre entre 14 et 15 milliards d'euros d'ici 2035, loin des 55 milliards évoqués par le Premier ministre. Ce rapport lance donc 3 mois de négociations pour ajuster la réforme de 2023. Si vous souhaitez connaître les alternatives possibles pour financer cette réforme, je vous en parle en commentaire. 8e actualité, parlons climat et environnement. En janvier, l'état des nappes souterraines en France est globalement bon, avec 68% des niveaux au-dessus des normales mensuelles. Ça, c'est le BRGM, le Service géologique national, qui le dit. C'est une première dans l'Union européenne. L'Assemblée nationale a adopté une loi proposée par les écologistes qui restreint la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS, ces polluants éternels très présents dans la vie courante et dont l'impact sur la santé inquiète l'opinion et les pouvoirs publics. Le Rassemblement national a voté contre, la gauche et la coalition gouvernementale ont soutenu cette loi. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Et pour information, les ustensiles de cuisine ont été exclus de la liste des produits interdits sous le poids des fabricants. Le Parlement a aussi adopté l'interdiction des puffs, ces cigarettes électroniques jetables qui, outre leur impact sanitaire sur les jeunes, aggravent la pollution puisqu'elles ne sont pas recyclables. À partir de mai 2025, un projet de consigne pour les bouteilles et bocaux en verre sera testé dans 4 grandes régions, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France. Ce système a pour objectif d'inciter au réemploi des emballages avec un remboursement de 20 à 30 centimes pour chaque produit retourné. Je vous en dis plus en commentaire, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. La France prend des mesures pour sécuriser ses ressources, réduire sa dépendance au reste du monde et répondre aux enjeux climatiques. La France, effectivement, explore ses sous-sols à la recherche de minerais stratégiques comme le lithium et le tantal, nécessaires pour la transition énergétique et des secteurs comme l'intelligence artificielle, la défense et la santé. Toutefois, des études soulignent l'impact potentiel de ces extractions sur la biodiversité. Je vous en dis plus en commentaire. Et en parallèle, la France se lance dans le stockage du CO2 en sous-sol pour décarboner l'industrie, pour lutter contre le changement climatique. L'impact environnemental ne semble pas encore très connu. 9e actualité, cela concerne l'immigration. 2 grandes actus ce mois-ci. La première, c'est la suite de l'actu numéro 1 du récap de janvier. Depuis mi-décembre, 300 jeunes migrants occupent la Gaîté Lyrique, une salle de spectacle parisienne. En fait, après avoir été considérés comme majeurs, ils demandent à être reconnus comme mineurs. En attendant, ces jeunes se retrouvent dans un vide juridique, sans accès aux aides d'urgence, dont un hébergement. Et en fait, mi-février, un juge a ordonné leur expulsion de la salle de spectacle, mais la ville de Paris et le conseil d'administration de la Gaîté Lyrique refusent de les expulser. La question de l'hébergement d'urgence n'est pas isolée et touche aussi d'autres villes françaises. Par exemple, la métropole de Lyon, dirigée par les écologistes, a saisi en urgence la justice pour faire avancer un projet de centre d'hébergement pour jeunes migrants à Écully, auquel s'oppose Sébastien Michel, le maire Les Républicains. En parallèle, la justice a contraint l'État à rembourser 836 000 € à la communauté Pays Basque. Pourquoi? Eh bien, en fait, l'État aurait manqué à ses obligations dans la gestion des migrants en 2018. Cette décision, elle rappelle l'obligation de l'État en matière d'hébergement d'urgence de toute personne sans abri et en détresse. Deuxième actualité à ce sujet, cela concerne le droit du sol à Mayotte. Le Parlement débat d'une réforme du droit du sol à Mayotte, le 101e département français, en raison d'une crise liée à l'immigration. Si la proposition de loi des Républicains est validée, cette réforme limiterait l'accès à la nationalité française. En fait, les conditions changent. Seuls les enfants âgés de 13 ans et plus, nés à Mayotte, ayant 2 parents qui ont vécu sur le territoire légalement depuis au moins 3 ans, peuvent faire la demande, contre 1 parent et 3 mois actuellement. Cette mesure fait partie des exceptions qui existent dans ce département. Si le texte est adopté, eh bien, il pourrait être censuré par le Conseil constitutionnel puisqu'il l'avait rejeté dans le projet de loi immigration 2023. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a déjà indiqué qu'il reviendrait sur la durée de séjour des parents. Alors pourquoi ce sujet fait débat? Eh bien, un changement de Premier ministre et donc de gouvernement signifie souvent un changement de cap politique, notamment sur des sujets comme l'immigration. En fait, le gouvernement et le Parlement actuel, majoritairement composés de la droite et de l'extrême droite, relancent les débats sur le contrôle des frontières et la gestion de l'immigration, un sujet clé de leur identité politique. Ce débat se renforce avec la crise à Mayotte. Aussi récemment, la circulaire du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a réorienté les politiques d'admission exceptionnelle au séjour, ce qui a ravivé les débats. Pourquoi cela vous concerne? Eh bien, les débats sur l'immigration sont souvent marqués par des discours qui jouent sur les émotions plutôt que sur les faits. Je vous en parlais dans le récap actu du mois de janvier, une étude montre que 40% des interventions à l'Assemblée nationale en 2022 privilégiaient l'émotion plutôt que les faits, contre 22% en 2014. Cette stratégie, elle vise à toucher un large public, notamment sur les réseaux sociaux, mais elle soulève des inquiétudes sur la qualité de l'information et sur la qualité du débat démocratique.
Et si vous souhaitez connaître les faits, les chiffres, je vous invite à écouter, à regarder mon émission sur l'immigration. Je vous mets le lien en description. Alors, normalement, je termine ce récap national en mentionnant les mobilisations sociales du mois, mais ce mois-ci, j'ai préféré privilégier le contexte des thématiques clés qui ont marqué la France. Cependant, vous pouvez retrouver en description les 3 mobilisations sociales sélectionnées par Microcanap. Alors maintenant, passons à l'actualité de quelques villes situées en région Nouvelle-Aquitaine. Première actualité, direction Poitiers, où les étudiants et les étudiantes protestent contre une coupe budgétaire de 630 millions d'euros dans l'enseignement supérieur. Cette coupe budgétaire, elle s'ajoute aux 900 millions d'euros d'économies déjà réalisées l'an passé. Et selon France Université, 58 universités sur 70 ont terminé 2024 avec un déficit. Ces baisses de budget, elles impactent la qualité de l'enseignement et peuvent entraîner des réductions d'horaires, de cours, la fermeture de parcours et d'options, des classes surchargées et des suppressions de travaux pratiques, par exemple. L'Inspection générale de l'éducation alerte également sur la dégradation des conditions d'enseignement et sur la charge de travail accrue pour les personnels éducatifs. À Poitiers, la mobilisation étudiante a débuté le 11 février et après une pause pendant les vacances scolaires devrait reprendre le lundi 3 mars. Concrètement, une cinquantaine d'étudiants et d'étudiantes ont bloqué durant 2 semaines les entrées des facultés de lettres et langues, ainsi que l'entrée dédiée à la géographie, psychologie et sociologie. Les étudiants et les étudiantes de Poitiers dénoncent les potentielles suppressions de 10 postes d'enseignants et la gestion du budget. Ce mouvement s'étend à d'autres universités telles que Paris, Pau et Rennes, pour ne citer qu'elles. Deuxième actualité régionale, restons à Poitiers où malgré 8 mois de protestation et malgré le soutien des acteurs locaux, le bureau de poste Poitiers-Libé a définitivement fermé ses portes le 4 février. Il s'agit de la 147e fermeture d'un bureau de poste dans le département sur un total de 193. Le collectif de défense de Poitiers-Libé, aujourd'hui dissous, a dénoncé cette décision, rappelant les bénéfices réalisés par La Poste en 2024 à hauteur d'1 milliard d'euros. Par ailleurs, un centre de tri à Migny-Ausence risque de fermer, menaçant 200 emplois. Merci d'avoir regardé ce récap des actualités du mois de février. Si vous souhaitez approfondir certains sujets, je vous invite à consulter les liens et les contextes supplémentaires en description et en commentaire et à regarder ou à écouter les émissions précédentes pour une compréhension plus complète et nuancée des sujets. En bref, ne vous contentez pas des gros titres ou des informations fragmentées. Prenez le temps de comprendre les enjeux dans leur globalité. Abonnez-vous pour soutenir Microcanap et ne rien manquer. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet. Microcanap!